Très ravi de vous savoir nombreux à l'écoute de nos programmes. Et au menu de l'actualité ce mardi 20 août, les différents membres des bureaux ADV de Garou et Tombouctou dans la commune de Malanville ont reçu des chéquiers de la part des responsables du projet COSO, ceci à travers une cérémonie fort simple qui a eu pour cadre la salle de réunion de l'hôtel de ville en présence des autorités communales et élus locaux. Les précisions sont à suivre. Pendant ce temps, la journée internationale de l'aide humanitaire a été célébrée hier, lundi 19 août 2024. En marge de cette célébration, la rédaction de Sota FM est allée s'enquérir des conditions de vie des déplacés internes vivant ici à Malanville depuis quelque temps. Selon leur confidence, ils n'ont pas bénéficié d'une aide humanitaire depuis leur arrivée. Précision à suivre. Et puis, dans le reste du temps, on s'intéresse aux flux financiers illicites, des petites pertes financières qui se dénombrent en plusieurs dizaines de milliards chaque année pour certains pays ouest-africains. Selon les travaux d'investigation de Eli Caboré, l'impact sur les économies nationales n'est plus à démontrer. Vous le suivrez dans cette édition à la boucle. Ce sera la revue de presse nationale de Loukman Routiou. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. C'est ce mardi 20 août 2024 que les responsables du projet COSO ont procédé à la remise de chéquiers aux membres du bureau ADV des arrondissements de Garou et Tombouctou dans la commune de Malanville. La cérémonie a eu pour lieu la salle de réunion de l'hôtel de ville en présence des autorités locales, élus locaux et les bénéficiaires. Une étape importante dans la mise en œuvre du projet COSO à Malanville. Salifou Boumberi, superviseur communal, nous en dit un peu plus. Les premières communautés prises en compte par le projet COSO, c'est-à-dire les communautés de Tombouctou et Garou, ont été conviées ce matin à la mairie pour la remise symbolique de leur chéquier issu de la trésorerie communale de Malanville. C'est-à-dire qu'au terme d'un certain nombre d'étapes, il a été procédé à l'ouverture des comptes des bureaux ADV pour que les transactions se passent par ces comptes-là, suivant les règles de la déontologie financière en République du Bénin. Vous savez, depuis que nous parlons des investissements. Quand on a fini d'exécuter un marché, quand on a fini de choisir un prestataire et qu'il a rempli sa part de contrat, il faut payer. Et ce paiement ne peut que se faire par les procédures administratives et financières en la matière. Entre autres procédures, c'est l'ouverture des comptes, la disponibilité des ressources et la remise du sésame-là, qu'est le chéquier. Ces communautés sont donc désormais habilitées à payer les différents prestataires intervenant dans leur zone de compétence. Et pour ce qui est des arrondissements de Madékali, Guéné et Malanville Centre, le processus d'ouverture des comptes est en cours. Salifou Boumberi, qu'on écoute. Ça veut dire que les communautés sont prêtes désormais à passer les écritures comptables, à payer des prestataires. La prochaine étape, c'est le paiement. Dans les tout prochains jours, pour les communautés qui ont déjà reçu du matériel par exemple, la procédure paiement du prestataire est déjà enclenchée. Donc il y a 2 signataires par communauté qui émettront ces chèques au nom du prestataire qui aurait passé le marché. Dans les tout prochains jours, le TCA à pied d'œuvre, puisqu'il ne reste que Madékali, Malanville et Guéné. Donc nous avons déjà déposé les dossiers au niveau de la trésorerie communale pour que ces communautés à leur tour, d'ici quelques jours, puissent entrer en possession de leur chéquier aussi. Dans le rang des autorités communales, on note un sentiment de satisfaction absolue. Le premier adjoint au maire de Malanville n'a pas manqué d'adresser un mot de remerciement à l'endroit des responsables du projet COSO au plus haut niveau. Seydou Moussa se veut plus précis. Le projet COSO a fait du chemin et c'est un jour symbolique. Les communautés se sont présentées ici, ils ont reçu leur chèque. Ça veut dire que c'est déjà le point de départ d'une nouvelle ère de développement encore dans la commune de Malanville. Nous attendons beaucoup de ce projet qui a déjà mis en étape plusieurs projets, plusieurs activités qui seront exécutées incessamment à partir de cet instant-là. Il y a les autres communautés qui attendent. Déjà, la mise en route a été faite et dans les prochains jours, ils auront aussi leur chéquier. Les communautés feront bon usage. C'est notre souhait, ils le feront, ils sont conscients. Ils attendent ça, ce n'est pas aujourd'hui. Je suis persuadé que
ils feront bon usage et la suite sera le développement y sera remis. Le remerciement, c'est à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement qui œuvre tous les jours pour développer nos localités. Je voulais annoncer dans les titres, mesdames, messieurs, le monde entier a célébré hier la journée internationale de l'aide humanitaire. Une journée célébrée le 19 août de chaque année depuis plusieurs années. En marge de cette célébration, une équipe de nos reporters est allée au contact des personnes qui, pour une raison d'insécurité, ont quitté leur ville d'origine pour se réfugier au quartier Wolo, ici à Malanville. Ont-ils bénéficié d'une aide humanitaire depuis leur arrivée ici à Malanville? À cette préoccupation, Maman Sambo, une déplacée interne ici à Malanville, répond par la négative. Extrait de ses propos. Nous sommes des réfugiés. Nous avons quitté Undukoure pour venir s'installer ici à Malanville, dans le quartier Wolo, pour des raisons d'insécurité à Undukoure et environ. Nous sommes ici il y a plus d'un an. Depuis notre arrivée ici, nous n'avons reçu aucune aide humanitaire de la part de qui que ce soit en dehors de la campagne de CPS. Ils sont une fois venus nous enregistrer, mais juste là, aucune aide n'est venue de leur part. Nous demandons l'aide de ces partenaires et nous espérons qu'ils nous viendront en aide. Un témoignage renchéri par les explications d'une animatrice de terrain ici à Malanville, bien informée de la situation actuelle de ces personnes déplacées. Amina Amidou nous explique ce qui suit. Elle est facilitatrice de l'UNICEF ici à Malanville. Je me suis retrouvée par l'UNICEF. On faisait la stratégie avancée. C'est là qu'on sait qu'il y avait les réfugiés. On les a pris en charge pour le dépistage. Et de là encore, on m'a demandé le nombre. Mais ce que j'avais pu enregistrer, c'était 65 chefs ménages qu'on a enregistrés, 65 qui sont à Wolo. Mais il y a certaines qui sont dans les maisons que je n'ai pas écrites. Ceux qui sont en brousse, en difficulté, là, c'est eux que j'ai enregistré. Mais j'ai donné la liste à mon collègue facilitateur sur la Croix-Rouge. Je ne sais pas, il a donné ça au partenaire ou bien la liste avec lui. Mais après ça aussi, on était dans une séance à l'arrondissement pour l'aide des femmes creusées. C'est là qu'ils ont dit de soulever les problèmes du quartier. Bon, là, c'était au nombre de 25 femmes pour la communauté. Parmi les 5, et on m'a dit de parler des problèmes. Et j'ai parlé sur les actes de naissance par rapport aux réfugiés. Parce que comme ils ont quitté, ils n'ont rien. Ils ont perdu tous les actes. Toutes les choses sont perdues. Ils étaient seuls avec la vie. Et de là, j'ai demandé doléances de les aider à retrouver les actes parce qu'ils ont fait, mais c'est brûlé, c'est perdu. Ils sont nombreux, ces déplacés internes repartis dans plusieurs quartiers ici à Malanville à vivre dans des conditions pénibles selon notre source. Confrontés à plusieurs difficultés, ces derniers espèrent toujours une aide humanitaire qui peine à devenir une réalité. Amina Amidou, qu'on écoute. Certaines sont à Déguédégué, certaines sont ici à Wolo. Leurs conditions de vie maintenant, tout est compliqué par rapport avec la fermeture du frontière même. Parce que là, ils n'ont aucun travail à faire. Pour eux, c'est les femmes qui font les cailles pour amener en ville ou bien dans la saison pluvieuse maintenant, si les pintades pondent des œufs, ils prennent les œufs pour venir vendre et payer les condiments pour retourner. Ou soit s'ils ont besoin, ils vont attraper un cabri pour venir vendre, payer condiments, payer les chaussures, les vêtements pour les enfants. C'est comme ça qu'ils vivaient. Après, ils ont continuer par cultiver là où ils étaient. Mais maintenant, tout est détruit. Et les gens nous ont montré que celui qui ne savait pas mesurer la mesure du riz pour manger ou bien le maïs, maintenant, c'est cher chez eux. Je ne sais pas quand est-ce que l'aide viendra. Même Edico qui a été, c'est pour l'aide. Mais on ne m'a pas dit aujourd'hui ou bien demain. Je ne suis pas au courant du jour qu'ils viendront. Vous l'aurez sans doute constaté, elles sont souvent confrontées à plusieurs difficultés. Les jeunes filles et adolescentes moins de 18 ans devenues mères se retrouvent parfois seules face à leur destin et aussi avec la charge du nouveau-né. À la question de savoir comment parviennent-elles à gérer le quotidien, surtout les préjugés de leur entourage, une équipe de nos reporters a rencontré 2 jeunes apprenantes devenues mères au cours de l'année scolaire écoulée. Elles sont au micro de Faridat Sani et de Inoussa Karim.
Au début, c'était pas quelque chose d'un peu facile parce que après que les gens ont appris que j'étais enceinte, beaucoup m'ont rejeté quand même à l'école. Beaucoup m'ont rejeté. J'étais seule dans mon coin. Jusqu'au moment où, et après l'accouchement et tout ça, c'est en ce moment qu'on commençait pas à s'approcher de moi. Même à la maison, c'était pas facile avec moi. Les regards, tout ça, genre, tu passes par là, tout le monde te regarde. J'ai continué d'aller à l'école, même en étant en état. J'allais au cours, tout ça. À la maison, les cris, les critiques des parents et tout ça, on compte, tu sors, c'est comme ça, tout le monde te regarde. À l'école, même là, sur ma table, je m'asseyais seule à cause de la grossesse, là, tout le monde m'avait fui. Je suis avec mes parents et maintenant j'ai une petite fille qui s'appelle Faïma. C'est mes parents qui prennent en charge, comment on dit, son éducation. C'est vrai que la fille a son papa, mais le papa ne sait même pas si la fille existe. C'est le nom celle qu'il a donné, mais tout, même Silip là, il n'a même pas envoyé. Il ne sait même pas ce que d'appeler l'enfant, quoi. La responsabilité revient à mes parents. Bon, moi je ne constate rien parce que personne ne me pointe du doigt. Elles pensent tout de même poursuivre leurs études. C'est pourquoi elles profitent de ce canal pour lancer un appel à l'endroit des différentes ONG œuvrant pour la protection des enfants à Malanville et ailleurs. Suivez plutôt. Tout ce retard que j'ai eu à faire à la maison, ça m'a recalé un peu au niveau de mes études, mais je pense continuer quand même pour atteindre mes objectifs. Et mes parents, en tout cas, ils m'ont pas lâché comme ça, ils m'ont pas lâché. Mais ça a été un peu difficile quand même. Au niveau des ONG, je les demande à venir en aide pour filles mères quand même. Et parce qu'il y a beaucoup qui tombent enceintes, mais qui ont la volonté de poursuivre leurs rêves, mais qui n'ont pas la possibilité du fait du manque de moyens et tout et tout. Donc je les demande de venir en aide pour ces filles mères là, de les aider à poursuivre leurs rêves. Parce que je suis pas la seule, je sais que je suis pas la seule, il y en a plusieurs, mais qui ne peuvent pas sortir à cause de ces différentes violences qu'elles subissent, quoi. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On vient à cette information, cette fois-ci, des pertes financières se dénombrent en plusieurs dizaines de milliards chaque année pour certains pays ouest-africains. C'est ce qui ressort des travaux de journalistes d'investigation et autres structures étatiques. Ces manques à gagner sont principalement évalués dans le secteur d'industrie extractive à travers des flux financiers illicites. Dans un entretien accordé à Lukman Orotero, le directeur de publication du journal Maïn Actu, membre de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Il parle de cette gangrène financière spécialisée dans le secteur extractif. Elie Kabouré donne d'abord un aperçu global sur les flux financiers illicites. Le flux financier illicite peut se définir de manière caricaturale comme étant de l'argent que l'on a pu acquérir en dehors du circuit légal. Ça peut être les avantages indus, ça peut être des commissions, ça peut être du vol, ça peut être la fraude fiscale, des détournements, etc. Mais l'aspect flux financier illicite, la différence avec les autres crimes économiques, c'est que c'est de l'argent qu'on transfère au-delà des frontières. Ça veut dire une entreprise qui fait un bénéfice indu dans un pays comme le Burkina, le Mali, le Sénégal, qui arrive à transférer ce bénéfice indu-là hors des frontières est appelé flux financier illicite. C'est une fuite de capitaux vers des pays extérieurs. C'est un crime économique qui désavantage le pays d'origine. Dans le secteur industriel extractif, on retrouve les flux financiers illicites sur toute la chaîne des valeurs, de la recherche à la fermeture de la mine, en passant par la construction et surtout l'exploitation. Mais c'est surtout au moment de la construction et de l'exploitation que l'on retrouve beaucoup de flux financiers illicites. Parce que nos textes, notamment nos codes miniers et ces décrets d'application, accordent beaucoup d'exonérations fiscales sous prétexte d'attirer les investisseurs. C'est une fausse considération parce qu'un investisseur vient dans un pays parce qu'il y a le potentiel minier, parce que le coût des métaux est bon, parce qu'il y a une certaine stabilité dans les textes. La question de la fiscalité vient souvent en 7e ou 10e position comme critère d'attraction dans un pays. Donc les miniers arrivent et comme ils savent que nos États sont faibles et on nous laisse miroiter quelques milliards, on accepte d'accorder des dérogations fiscales. Le premier aspect au niveau des dérogations fiscales, c'est la stabilisation fiscale. Ils vont demander un avantage sur par exemple 20, 30, 40 ans. Pendant ce temps, la législation du pays évolue, mais on ne peut pas appliquer cette législation-là au niveau de la mine.
Plus de 500 milliards de manques à gagner ont été évalués en 10 ans pour l'État burkinabé. Et cette révélation n'est qu'une partie de l'iceberg d'après certains travaux effectués dans des pays comme le Niger, le Mali et autres. L'impact sur les économies nationales n'est plus à démontrer, souligne Eli Kabouré qui explique le mécanisme de cette perte financière. C'est un problème qui fait du mal à nos économies parce que ce sont ces sommes indûment sorties qui reviennent dans nos pays comme investissement direct étranger et souvent qui reviennent même comme aide publique au développement, comme des dettes. Donc vous voyez un peu, on perd l'argent qui revient sous la forme de dette et nous sommes obligés encore de travailler dur pour rembourser ces dettes. Donc nous sommes dans un cercle vicieux qui nous condamne. Au niveau de la production, nos États n'ont pas mis en place des systèmes pour contrôler la production. Donc il y a des fortes soupçons de fraude au niveau de la déclaration des quantités exportées. Et bien sûr, avec tous ces systèmes de fraude, les frontières poreuses, la corruption des agents, fait que nous perdons beaucoup au niveau de la production. Alors que c'est sur la base de la production que l'on vend. Et la vente, c'est sur la base du chiffre d'affaires que beaucoup d'impôts sont imposés, notamment les royalties et bien sûr, plus tard, l'impôt sur les sociétés. Donc nous sommes dans un système où les flux financiers illicites font que les États africains ne profitent pas au mieux de l'extraction minière. Si vous prenez par exemple une enquête que j'ai eu à publier en 2019, j'ai évalué le manque à gagner en 10 ans à 551 milliards. L'enquête a été publiée au Burkina Faso, 200 milliards pour les exonérations fiscales, 9 milliards pour le manque à gagner sur la taxe sur l'eau, 21 milliards pour le Fonds minier de développement local. Ça crée une indignation nationale et la Cour des comptes s'est approprié l'article et a conduit les enquêtes et a confirmé le manque à gagner. Mais il se trouve que le manque à gagner était un peu plus que ce que j'ai trouvé. Moi j'ai évalué la taxe sur l'eau à 9 milliards, la Cour des comptes était à 14 milliards. L'avantage de cette audit de la Cour des comptes, c'est qu'il y a eu des recommandations et le gouvernement était obligé de mettre en œuvre ces recommandations. Ce qui a permis au pays de pouvoir entrer dans ces droits. Pourtant, les besoins d'investissement et de financement des États africains sont nombreux. Comment alors corriger le tir? Voici ce que répond Eli Kabouré, membre de la CENOZO, spécialiste des questions liées aux flux financiers illicites en rapport avec les industries extractives. Il fait partie de ces panélistes d'une rencontre organisée par la CENOZO à Niamey. Tu veux plutôt? C'est d'abord une question de texte. Il faut que l'on arrive à corriger tous ces facteurs favorisant toutes ces insuffisances dans le texte. Comme je l'ai dit tantôt, les questions de fiscalité, c'est pas un critère important au niveau des critères pour attirer un investisseur. Il faut revoir nos politiques, limiter la stabilisation fiscale. Par exemple, dans le cours minier malien, les sociétés minières en exploitation sont exonérées de la TVA pendant les 3 premières années de la production. Comparativement à la Côte d'Ivoire, l'exonération de la TVA s'étend sur toute la durée de la vie de la mine. Donc vous voyez que la Côte d'Ivoire offre plus d'avantages que le Mali. Au niveau de l'impôt sur les sociétés, le Mali, le droit commun, le commun des Maliens paye 35%, alors que les sociétés minières payent 25%, si je ne me trompe pas. Donc il faut ramener cet impôt sur les sociétés-là au taux de droit commun pour que ces sociétés-là payent la même chose que tous les autres Maliens, parce que ça crée une sorte d'injustice fiscale. Deuxièmement, il faut lutter contre la corruption des agents publics. Ce sont des petites sommes qu'ils perçoivent qui favorisent aussi ces flux financiers illicites. Il faut mettre l'accent sur le contrôle. On a laissé les investisseurs entrer dans nos pays, ils exploitent, mais le suivi contrôle des opérations minières n'est pas aussi important. Donc il faut doter nos inspections des mines en moyens humains, matériels et financiers pour qu'ils puissent aller vraiment contrôler les mines. Une mine a peur d'une inspection. Quand vous envoyez un inspecteur sur une mine, vous allez voir que les habitudes changent. Je vous invite à suivre à présent la revue de presse de Lukman Rothio. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité reste marquée par l'affaire Fréonville dans la presse écrite ce mardi. C'est d'ailleurs la principale information traitée par les confrères. Annoncée hier devant la Criette, les confrères renseignent que Fréonville n'a plus été présenté. Sa présentation à la Criette est reportée, rapporte le meilleur d'Aïbi Info, mais également le grand jury pour lequel le report de cette comparution de Steve Amoussou, alias Fréonville, était inattendu. Alors au journal Le Matinal d'en apporter la raison. La raison de la non-présentation de Steve Amoussou au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme Criette hier lundi est connue selon le journal qui rapporte que selon un de ses avocats joint par la rédaction de Le Matinal, le célèbre chroniqueur interpellé à Lomé le 12 août 2024 serait toujours en interrogatoire à la brigade économique et financière BEF, unité dans laquelle il est gardé à vue depuis son arrestation.
Il va sans dire, dédie le journal, que contrairement à ce qui a été ventilé au sein de l'opinion, la non-tenue de l'audience pour hier n'est nullement liée à la mobilisation de certains leaders de l'opposition à quelques encablures du siège de la juridiction spéciale à Cotonou. Parce que, effectivement, rapporte des publications, des leaders politiques de l'opposition s'étaient mobilisés hier lundi en soutien au frère Ounvi et demandaient sa libération. Et si Frère Ounvi décidait de faire des révélations, s'inquiète le meilleur. Matin Libre choisit de donner la parole aux juristes dans cette affaire, alors que des voix s'élèvent pour condamner la répression d'une voix critique par le régime de la rupture. La thèse de l'enlèvement ou encore de kidnapping du chroniqueur reste abondamment évoquée dans l'opinion. Doit-on parler d'un enlèvement, d'une arrestation au regard des faits tels que relatés jusqu'ici? Le journal a recueilli les analyses de deux juristes, notamment Fréjus Atindonglo et Landry Adelakoun. Un État ne peut pas organiser l'enlèvement d'un de ses citoyens, s'offusque Fréjus Atindonglo. Pour Landry Adelakoun, l'arrestation de Frère Ounvi ne peut être faite que par les autorités togolaises. Le journal en publie l'intégralité des interviews. En tout cas pour Quotidien Le Matinal, l'opposition est en train de perdre l'un de ses maillons. Pour sa part, ainsi dans le reste, le député Abibou Ouroukoubou se préoccupe des conditions carcérales, informe Dabarou. Le parlementaire et ses collègues du parti Les Démocrates, précise le journal, mais également le pays émergent, interpellent le gouvernement. C'est à travers 6 questions adressées au gouvernement, précise mes confrères. Le gouvernement de la rupture est donc invité à fournir des explications sur le nombre élevé de décès dans les prisons du Bénin, indique Matin Libre qui souligne que c'est en référence au récent rapport d'Amnesty International qui a fait état de 46 décès de détenus dans 4 prisons du Bénin dans la période de janvier à juillet 2024. 6 questions donc pour comprendre la situation reprise par le Canard. Et pendant ce temps, dans les dernières secondes, Quotidien Le Meilleur se montre préoccupé par la situation des jeunes qui meurent de l'AVC. Autrefois considérés comme l'apanage des personnes âgées, les accidents vasculaires cérébraux AVC touchent de plus en plus des jeunes adultes, parfois même des adolescents, déplore le Quotidien qui s'inquiète de la tendance qui soulève de nombreuses questions sur les causes profondes de cette épidémie silencieuse. Alors, santé publique, pourquoi les jeunes meurent-ils ces derniers temps de l'AVC? Interroge en gros titre le Canard qui en explore les probables causes. Et les détails à découvrir dans les colonnes du journal. Ainsi va, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité tel que traité par les publications ce mardi. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Différents membres des bureaux ADV de Garou et Tombouctou dans la commune de Malanville ont reçu des chéquiers de la part des responsables du projet COSO, ceci à travers une cérémonie fort simple qui a pour cadre ce jour la salle de réunion de l'hôtel de ville en présence des autorités communales et élus locaux. Pendant ce temps, la journée internationale de l'aide humanitaire a été célébrée hier lundi 19 août 2024 et en marge de cette célébration, la rédaction de Sota FM est allée s'enquérir des conditions de vie des déplacés internes vivant ici à Malanville depuis quelque temps. Selon leur confidence, ils n'ont pas bénéficié d'une aide humanitaire depuis leur arrivée. Et puis dans le reste du temps, on s'est intéressé aux flux financiers illicites, des petites pertes financières qui se dénombrent en plusieurs dizaines de milliards chaque année pour certains pays ouest-africains. Selon les travaux d'investigation de Eric Abouré, l'impact sur les économies nationales n'est plus à démontrer. À la boucle, mesdames et messieurs, c'était la revue de presse de Lukman Woroutio. Merci de nous avoir suivis. Insa Karim est resté à l'édition. Aux manipulations techniques, Mounjaïdou Worouyo à la présentation, Thierry Tapouro. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Dans la Liborie, la différence a un nom.